Bonsoir à tous et bienvenue à ce débat francophone des candidats et candidates à la chefferie du Parti vert du Canada. Mon nom est Daniel Chicoine, je suis le premier dirigeant de l'ACE de Québec et il me fait plaisir de présenter ce débat qui fut organisé grâce au regroupement des associations de circonscription électorale de la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Ce débat aura pour but d'adresser des enjeux de juridiction fédérale touchant le Québec et notre région. Ce sera l'occasion de nous permettre de mieux connaître nos candidats et candidates ainsi que leur vision. Bien entendu, ce sera aussi une occasion pour mobiliser et informer tous nos sympathisants du Parti vert du Canada dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Sans plus tarder, je voudrais souhaiter la bienvenue aux candidats et candidates qui sont présents avec nous ce soir et qui sont en ordre alphabétique. Myriam Haddad, Courtney Howard, Amita Kuttner, Dimitri Lascaris, David Merner, Glenn Murray et Anami Paul. Bonsoir. Pour nous guider dans ce processus, nous avons deux anciens candidats du Parti vert de notre région qui seront vos modérateurs et modératrices. D'abord, la candidate de Louis Hébert, Macarena Diab. Bonsoir. Macarena. Bonsoir. Bonsoir. Le candidat de la circonscription de Québec, Luc Jolicoeur. Bonsoir. Bonsoir. Pour garder le contrôle sur notre horloge, parce qu'on sait qu'un débat peut devenir assez animé, nous aurons un chronomètre, Jean-Philippe Fortin-Quentin, qui s'assurera que les temps alloués sont respectés. Pour notre débat, la section chat du Zoom ne sera pas ouverte. Toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet Q&A au bas de votre écran. Je cède donc la parole à Macarena qui va nous expliquer les règles du débat. Macarena, à toi la parole. Merci beaucoup, Daniel. Donc, bonsoir tout le monde. Le débat de ce soir se fera sous les formats suivants. Tout d'abord, il y aura 5 thèmes. Le premier thème sera l'environnement. Le deuxième thème traitera sur les transports. Le troisième thème sera sur la gestion des ports canadiens. Nous allons ensuite parler des relations interprovinciales. Et enfin, le cinquième et dernier thème portera sur le gouvernement et les finances. À l'intérieur de chacun des thèmes, une question principale sera demandée avec possibilité d'une question de relance par le modérateur ou la modératrice, ainsi qu'une opportunité de réplique. Pour chaque question principale, les candidates et les candidats auront 1 minute pour exposer leur position et 30 secondes additionnelles pour la question de relance s'il y a lieu. Un droit de réplique de 30 secondes sera accordé aux candidats-candidates à l'intérieur de chaque thème pour ceux et celles qui voudraient s'en prévaloir. Les mots d'ouverture seront d'une durée de 2 minutes. Les mots de fermeture seront d'une durée de 1 minute. Sauf pour les mots d'ouverture, les temps de parole ont été établis par un tirage au sort. Pour conserver le rythme de notre débat, il est important de respecter le temps qui vous est imparti, sous peine de vous faire couper les micros. On n'aimerait pas avoir à se rendre là. Notre chronométreur, Jean-Philippe, vous présentera un carton jaune. Un carton jaune, parfait. Merci Jean-Philippe. Lorsqu'il vous reste 15 secondes et un carton rouge. Merci Jean-Philippe. Lorsque votre temps est écoulé. Par contre, vous aurez une grâce de 5 secondes pour finir votre phrase. Alors, bonne chance à tous et toutes. Il est maintenant temps de passer au mot d'ouverture des candidates et candidats qui auront 2 minutes chacun pour leur exposer. L'ordre de présentation est en ordre alphabétique. Donc, nous allons commencer avec Myriam Haddad. Myriam, à toi la parole. Bonjour à tous, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire partie de cet événement. Je m'appelle Myriam, j'ai 32 ans, je suis une immigrante qui est venue de la Syrie en 93. Moi et mes parents et mon frère, on s'est établis au Québec, à Montréal plus précisément. Et oui, c'est bien l'année où le Canadien de Montréal a gagné la dernière fois la Coupe. Puis
En fait, mon père, jusqu'à aujourd'hui, il dit que c'est à cause de lui qu'il porte malchance aux Canadiens. Je pense que les gens de Québec doivent être heureux de ça. Et je dois l'avouer, j'ai vraiment un faible pour le Québec. Je suis une fière Québécoise. Disons que j'ai un avantage sur les autres candidats à la chefferie qu'ils n'ont pas. Je suis la seule francophone. Je comprends la culture et les valeurs québécoises et je comprends notre fierté. Je l'entends souvent, les gens du Québec sont des créatures que le rock ne comprend pas. Mais en fait, au Québec, on n'est juste pas prévisible. Et il faut qu'on nous parle avec émotion et authenticité et qu'on se lève debout pour nous. Jusqu'à maintenant, aucun parti fédéral n'a su nous convaincre. Et le Parti vert peut devenir l'endroit où les gens du Québec se sentent chez eux. Il faut juste être clair sur nos intentions et de ne pas avoir peur d'être fier de nos politiques progressistes. Je prône la décentralisation et depuis le début de ma campagne, je revendique et je me bats et je propose le Green New Deal, qui est un plan de relance, en fait, un plan de relance économique pour bien combattre les changements climatiques et combattre les inégalités. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Nous allons maintenant passer la parole à Courtney Howard. Courtney? Merci beaucoup de nous recevoir. Je suis une urgentologue ici sur le territoire traditionnel de Dene Yellowknives. J'ai fait un stage comme étudiant en médecine avec un médecine généraliste de Saint-Jérôme et j'ai complété mes travaux et mes études en urgence à McGill. C'était juste après ça, comme nouvelle médecin, que j'ai lu dans un journal de Lancet que les changements climatiques sont en fait la plus grande menace de santé de la 21e siècle. Et j'étais comme, ils n'ont pas dit ça à McGill. Alors, j'ai beaucoup lu et j'étais à Inuvik, qui est un des lieux qui se réchauffe le plus vite au monde. J'étais très intéressée à ça tout d'un coup et ça m'a intéressée à faire de la recherche, des études dans les impacts des incendies et les feux de forêt sur la santé physique et mentale. Et en tant qu'activiste pour la santé planétaire, j'ai aidé à fermer les clos au charbon, les centrales au charbon, et aussi à faire construire les nouvelles routes cyclables et aussi faire de la travail sur les effets sur la santé de la fracturation hydrologique. Et ce que j'ai trouvé et ce que les études démontrent, c'est que quand on parle à propos du changement climatique dans le cadre de la santé, c'est ça qui est la meilleure façon de faire motiver les gens pour faire du travail sur ça. J'étais la présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement pendant les dernières 3 années et on a beaucoup travaillé avec notre équipe à Québec pour mieux leur supporter. Et on a vraiment vu des meilleures relations et aussi un meilleur impact. Les médias ont beaucoup aimé quand on parle à propos de ça dans le cadre de santé. Alors, je crois que c'est ça qui peut aussi bien marcher pour le Parti vert à ce moment. Merci. Merci beaucoup, Courtney. Ça serait maintenant le tour à Amita Kotner de nous parler. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je parle avec vous ce soir de la territoire non cédé du Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Et je reconnais aussi les 11 Premières Nations présentes au Québec. C'est important de dire que la reconnaissance des nations n'est que la première étape de la décolonisation. Je m'appelle Amita Kotner et je suis tellement honorée de vous présenter une vision collective pour le parti et de représenter un mouvement qui est dirigé par les jeunes. Ma formation scientifique me permet de chercher et de trouver les solutions et les mesures les mieux adaptées pour répondre efficacement aux urgences auxquelles nous sommes confrontés. Ma détermination et ma motivation viennent du drame écologique survenu en 2005 en Colombie-Britannique. Ma famille a été victime d'une coulée de boue. Ma mère a perdu sa vie et la vie et la santé de mon père étaient irréparablement affectées. Je connais les traumatismes personnels et collectifs des tragédies, comme ce qui s'est passé avec Lac Mégantic. Et nous devons nous préparer. Je me lance dans cette course parce que le moment est venu d'avoir quelqu'un de vraiment préparé à faire face à ce que l'avenir nous réserve et de communiquer avec son cœur.
en cachant rien. Nous présentons alors une vision du parti fondée sur 3 éléments principaux: la justice, la crédibilité et la préparation. Nous avons encore besoin de lutter pour l'équité et en ce moment, la science est la plus importante que jamais. Comme parti et comme pays, nous devrions être prêts pour les crises et les opportunités de notre avenir. Merci. Merci beaucoup, Amita. Maintenant, nous allons passer la parole à Dimitri Lescaris. Dimitri. Bonsoir tout le monde, je viens à vous de Montréal et des terres non cédées de la nation Kanien'kehá:ka. Je suis avocat, journaliste et militant. En 1963, le gouvernement du Québec a nationalisé 11 compagnies privées de l'électricité, les a fusionnées à Hydro-Québec. C'est l'opération financière la plus importante de l'histoire du Québec. Aujourd'hui, plus que 90% de l'électricité produite au Québec est renouvelable. Dans les années 90, alors que je travaillais comme avocat en valeurs mobilières à New York, j'ai représenté Hydro-Québec dans plusieurs offres de valeurs mobilières aux États-Unis et j'ai compris le rôle central que Hydro-Québec a joué dans le développement de cette province. La création de cette entreprise est un exemple du leadership qui doit nous inspirer et nous éclairer dans la bataille pour sauver notre planète. Il est clair que le gouvernement a un rôle indispensable à jouer dans la résolution d'une crise de climat existentielle. Nos représentants politiques ne doivent pas hésiter à affronter et à surmonter la résistance des puissants intérêts des entreprises aux changements transformateurs que nous devons adopter pour répondre à cette crise. En tant que dirigeant du Parti vert du Canada, je me battrai pour surmonter cette opposition et je serai du côté du peuple et de la planète. Merci. Merci beaucoup, Dimitri. Maintenant, nous allons passer la parole à David Marna. David? Merci beaucoup et à notre modératrice, notre modérateur et tout le monde qui organise cette réunion sur Zoom. J'apprécie beaucoup votre travail. Je me demandais comment j'allais me présenter et puis peut-être ce que je vais faire, c'est vous raconter ma journée aujourd'hui. À 6h40, j'étais à Radio-Canada Chicoutimi. J'étais en fait à Québec où j'avais fait un événement hier soir. Ensuite, on a fait la radio ce matin. On a parlé du Parti vert et comment on allait gagner ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que je suis rendu maintenant à Chicoutimi, à la maison de Gilbert Talbot, où j'ai travaillé avec lui et Linda Youde sur une journée pleine de discours, de rencontres avec les médias, de rencontres avec des écologistes de Chicoutimi. Et c'est ça ma journée. J'ai fait un discours à 4h, 16h aujourd'hui à une quinzaine de Verts qui sont enthousiasmés et qui veulent gagner la circonscription ici la prochaine fois. Ensuite, on est allé chez un de nos alliés et puis on a discuté comment bâtir le Parti vert, comment recruter les candidats. Et ensuite, je suis arrivé un peu à la dernière minute pour me brancher ici sur Zoom. Et c'est ça ce que je vous offre comme leader. Quelqu'un qui est travaillant, très travaillant, quelqu'un qui est prêt à travailler sur le terrain pour encourager nos bénévoles, pour recruter nos candidats et pour le faire dans les 2 langues officielles. Alors, ce soir, on va voir à la télévision, à Chicoutimi, une entrevue avec David Murner devant la petite Maison-Blanche qui a survécu aux inondations ici à Chicoutimi. On va entendre à la radio l'entrevue de David Murner sur Radio-Canada. Et puis, c'est ça ce que je présente. Quelqu'un qui est très présent sur le terrain, quelqu'un qui est rassembleur, quelqu'un qui peut faire campagne dans les 2 langues officielles. Le seul candidat qui a fait la campagne de l'Atlantique jusqu'à la Pacifique, qui comprend dans ses os comment ça fonctionne bien dans le Parti vert et parfois ça ne fonctionne pas du tout. Je suis là pour réparer ça avec mes collègues fantastiques qui sont sur cet appel, les autres 8 candidats. Merci. Merci beaucoup, David. Merci. Nous allons maintenant passer la parole à Glenn Murray. Glenn? Merci. Je suis à Winnipeg, c'est le territoire 31 et le terroir de la nation métisse. Je suis très heureux de pouvoir présenter mes idées et ma vision à l'invitation des Verts de la région de Québec. J'ai eu l'occasion de travailler avec Québec comme ministre de l'Environnement de l'Ontario. Je sais que beaucoup de Québécois et de Québécoises sensibles aux idées du Parti vert. Je sais que nous avons du travail à faire
pour que le Parti vert soit mieux connu ici au Québec, si vous écoutez le débat ce soir, c'est que vous êtes intéressé à faire progresser des politiques plus vertes et plus justes dans votre communauté. Nous avons besoin de vous. C'est un énorme travail que nous avons à faire et nous avons besoin de votre énergie et vos idées pour y arriver. Je souhaite devenir chef du Parti vert parce que je veux travailler à réinventer un Canada plus juste où nos décisions sont guidées par sagesse écologique. Pour y arriver, nous avons besoin d'une démocratie participative, du respect de la diversité, de la non-violence et du développement durable. Je souhaite devenir chef du Parti vert du Canada pour faire élire plus de députés verts, avoir au moins de 50 sièges à Ottawa pour permettre une réforme démocratique, bâtir une société avec une économie circulaire, sans déchets et sans gaz des effets de serre, des villes et des villages interconnectés dans une économie régionale et dynamique, une meilleure protection et conservation de notre territoire. Merci et je suis très heureux de pouvoir débattre ce soir. Merci beaucoup, Glenn. Nous allons maintenant passer la parole à notre candidate Annemie Paul. Annemie. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Je vous parle de le territoire des Mississauga, Anishinaabe, Haudenosaunee, Huron-Wendat. Et c'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Annemie, je suis née à Toronto. Je suis une Canadienne de première génération. Mes parents étaient nés aux Petites-Îles, dans les îles des Caraïbes. Je suis diplômée en droit et aussi j'ai une maîtrise en affaires internationales et les affaires publiques. Je suis anglophone, mais ma mère, quand elle est arrivée ici comme immigrante, elle était absolument déterminée que ses enfants soient bilingues. Nous avons fait des grands trajets de 1h30 chaque jour en chaque direction pour arriver à le seul programme d'immersion française à Toronto. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir et chaque fois que je parle français, c'est vraiment dédié à ma mère et ses efforts. Mes enfants, ils ont suivi ce parcours aussi et ils font partie de la francophonie de ce pays. Ils ont fait leur éducation en français. Je suis une ancienne candidate pour le Parti vert à Toronto. J'étais très fière de représenter notre parti dans la circonscription de Toronto Centre et aussi de représenter nos membres dans notre cabinet fantôme comme porte-parole pour les affaires internationales. Je me présente dans le cours pour le leadership parce que je veux offrir aux Canadiens un leadership qui donne priorité au bien-être des gens et de la collectivité devant le profit, le pouvoir et la partisanerie. Je veux diriger un parti vert qui soit le parti le plus divers, le plus démocratique et le plus audacieux. Nous vivons un moment sans précédent, un moment... et à suivre. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup, Annemie. C'est très apprécié. Merci beaucoup à vous tous pour vos introductions. Malheureusement, Judy Green ne pouvait pas être présente ce soir avec nous. Elle nous a demandé de bien vouloir lire un exposé en guise de sa présentation. Elle nous a fait parvenir. Alors, je demanderai à mon collègue Olivier de lire son exposé. Donc, à toi, Olivier. Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. J'habite en Mi'kmaqui, le territoire traditionnel et non cédé du peuple Mi'kmaq. Je m'appelle Judy Green et je dirigerai le Parti vert vers un avenir brillant et durable. En tant que leader, mon rôle consiste à partager clairement la vision collective de nos membres. Ma vision pour le Parti vert est qu'il ait le statut de parti à part entière dans un délai de 4 ans et le statut d'opposition officielle dans les 4 ans qui suivent. Le Canada a besoin que nous soyons audacieux et efficaces.
Les gains progressifs ne sont plus suffisants. La crise climatique est imminente, comme nous le savons tous. Nous avons 25 000 membres. Même si nous parvenons à mobiliser 2 500 membres supplémentaires, nous aurons énormément augmenté nos effectifs. Nous devons poursuivre dans cette voie et donner à un plus grand nombre de membres et d'associations de circonscription les moyens de se comporter envers, chaque jour au fil des ans. Nous devons avoir tellement de plaisir en tant que membres du Parti vert partout au Canada, même entre les élections, que tout le monde va vouloir se joindre à nous. Nous avons besoin d'une structure organisationnelle interne conçue pour identifier et développer les compétences de nos bénévoles. Nous devons autonomiser, former et dynamiser nos associations de circonscription. Nous avons besoin d'un réseau de mentors œuvrant parmi les associations de circonscription en mettant l'accent sur l'accueil des jeunes verts ainsi que des personnes LGBTQ2+, des Premières Nations, des Inuits, des Métis, des Noirs et de toute personne racialisée. Nous devons travailler avec toutes les communautés afin de former des leaders écologistes de l'intérieur. Nous devons nous assurer que nous respecterons et représenterons les 2 langues officielles et veiller à ce que toute la correspondance du parti soit dans les 2 langues officielles. Je m'engage à travailler avec nos dirigeants francophones pour veiller à ce que les besoins de tous les Canadiens soient satisfaits au sein du parti. Nous avons besoin d'un leader qui puisse inspirer, connecter les Verts et attirer les électeurs à l'esprit vert dans tout le Canada. Nous avons besoin d'un leader qui sait comment bâtir des ponts et travailler avec des personnes très diverses, tout en nous guidant vers cet avenir vert partagé. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette vision à mon site Internet www.judyandgreen.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Ou je devrais dire merci, Judy, de nous avoir envoyé cet exposé et Olivier de l'avoir lu. Maintenant, je passerai la parole à mon co-modérateur, Luc Jolicoeur, qui posera la première question sur le thème de l'environnement. Luc, à toi la parole. Merci, Macarena. Alors, notre premier thème sera l'environnement. Plusieurs de nos membres croient que le Parti vert du Canada doit reprendre le haut du pavé concernant l'environnement et que nous devrions proposer des projets rassembleurs qui font rêver les Canadiens, ainsi qu'établir des objectifs de gouvernance inspirants pour répondre à l'urgence climatique. Quelles sont les solutions que vous proposez et quelle est votre stratégie pour convaincre les électeurs? Un rappel, vous avez 1 minute pour répondre et nous débutons avec Courtney. Merci. Alors, ça fait longtemps qu'on a beaucoup parlé à propos des changements climatiques en regardant les graphiques, les tableaux. C'est difficile pour les gens de vraiment savoir ce que ça veut dire pour eux dans leur vie. Je propose qu'on se concentre sur la vie d'un enfant qui est né aujourd'hui. Parce que pour assurer cet enfant la chance de s'épanouir, il faut qu'on fait des changements. Et on sait que les gens vont changer pour les enfants plus que pour les autres personnes. Alors, je propose une loi canadienne sur la responsabilité canadienne, la responsabilité climatique. Il faut que ça comprenne un panel d'experts pour assurer que la réponse soit faite d'une manière basée sur les preuves et que ça comprend l'adaptation et aussi la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Si on fait ça, on peut diminuer la pollution atmosphérique et même en faire ça, on peut sauver, d'après un rapport qu'on a fait avec l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, 112 000 vies entre 2030 et 2050. Merci. Merci. Alors, maintenant, on va attendre Amita. Merci. Notre parti est défini par la sagesse écologique et toutes nos politiques et propositions devraient en tenir compte. Auparavant, les projets rassembleurs proposés par le gouvernement ont souvent été des pipelines, comme l'Énergie Est, un projet imposé aux Québécois et Québécoises. Ces projets n'étaient pas vraiment unificateurs, mais divisaient toujours. Donc, c'est le moment de remplacer ces projets par des projets vraiment rassembleurs, comme l'énergie communautaire, un réseau de trains et aussi soutenir l'exportation de l'énergie du Québec. L'hydroélectricité du Québec, c'est une fierté et devrait servir à faire transitionner le Canada vers les énergies vertes. Je pense que nous convaincrons les électeurs en leur montrant que nos projets les concernent directement et en les invitant à participer à la construction
de notre avenir ensemble. Merci. Merci, Amita. On cède maintenant la parole à Dimitri. Merci. À mon avis, la cause principale de la crise du climat est notre système économique. Ce système récompense les entreprises qui externalisent les coûts de leur production. Ce système concentre une énorme richesse dans les mains de ceux qui en profitent. Ils utilisent ensuite cette richesse pour préserver le statu quo. Et pour résoudre la crise climatique et inspirer les Québécois, nous devons affronter courageusement la crise d'inégalité dans notre société et le recours à l'extrême richesse et à son pouvoir pour bloquer les changements transformateurs dont nous avons besoin. Dans cet esprit, nous devons être disposés à déclarer un moratoire permanent sur toute nouvelle exploration pétrolière et gazière et toute nouvelle infrastructure pétrolière et gazière. En même temps, nous devons investir massivement dans les énergies renouvelables, les transports publics et l'efficacité énergétique. Pour financer cette transition, nous devons détourner le financement d'autres dépenses destructives et polluantes, telles que les dépenses militaires. Toutes nos ressources doivent s'engager à gagner cette bataille. Merci, Dimitri. Maintenant, la parole à David. Merci, Luc. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai quelques petites différences. Pour moi, le grand projet rassembleur, c'est le plus grand projet de construction dans l'histoire de notre pays. C'est de bâtir un corridor est-ouest, un réseau énergétique qui est entièrement basé sur les ressources naturelles, les ressources renouvelables. Les ressources renouvelables communautaires basées dans nos communautés. L'autre chose, sur le plan stratégique, il faut s'allier avec les Verts locaux, les gens qui se battent sur le terrain. Je suis à Chicoutimi actuellement, je suis en pleine tournée du Québec et ici, c'est GNL Québec, la grande opposition au gaz naturel liquéfié qui a un impact désastreux non seulement sur la planète, mais ici dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut bâtir des alliances, travailler ensemble sur le terrain et c'est ça ce que je vous offre comme leader, quelqu'un qui travaille fort sur le terrain. Merci. Merci, David. On passe la parole à Glenn. Merci. Je suis d'accord que notre parti pas assez parlé d'environnement. Le Parti vert doit être le leader sur cette question. J'ai axé ma campagne sur le changement climatique, l'élimination de pauvreté et gagner plus de sièges au Parlement. J'ai proposé un plan pour mettre fin à la pauvreté avec 5 nouvelles prestations permettant à des millions de Canadiens et Canadiennes de sortir de la pauvreté. Par exemple, et un grand défi pour nous autres, c'est des personnes âgées. C'est une personne âgée sur 3 qui vit sous le seuil de revenu minimum. Et elles pouvant tout de suite sortir de la pauvreté grâce à cette plan. Les étudiants, un autre exemple, c'est les étudiants à temps plein sur cette plan recevant 9 240 $ et ce temps partiel, cet étudiant reçu 6 120 $. Ça peut permettre de couvrir les frais de scolarité pour les étudiants à faible revenu. Merci, Glenn. Oh, excusez-moi, merci. Alors, Glenn, merci. On passe maintenant la parole à Anami. Merci. D'abord, il faut convaincre les gens que leurs soucis sont nos soucis et que nous avons un plan pour adresser toutes leurs inquiétudes. Il faut absolument, d'abord dire qu'il n'y a pas de justice climatique sans justice sociale. D'abord, il faut toujours reconnaître ça. Et puis, nous devons leur offrir un plan qui est vraiment à l'auteur de l'urgence, un plan qui est vraiment à l'auteur de ces questions sans précédent. Pour moi, ça, c'est d'offrir un plan qui va rapidement transformer notre économie vers une économie verte, accélérer cette transformation. Nous avons créé un plan qui est basé sur les politiques vertes.
Et je voulais encourager tout le monde à visiter notre site dans les prochaines journées pour le voir. Mais c'est d'utiliser tous ces fonds que nous allons dépenser pour vraiment accélérer cette transition. Merci, Anami. Maintenant, on cède la parole à Myriam. Donc, il faut présenter un plan économique et énergétique qui garantira un avenir sur cette planète. Puis, la solution, en fait, c'est un Green New Deal. C'est une série de politiques pour la décarbonisation de notre économie et où personne n'est laissé derrière. Et ces politiques vont être construites avec plusieurs joueurs, là, des organismes, des ONG, des experts en économie, en clean tech, des communautés marginalisées, des communautés autochtones, si elles veulent participer, bien sûr, et ainsi que des municipalités et des provinces. Si on parle aux gens et au peuple, à la place de parler à des universitaires avec un message précis et simple à comprendre, on va pouvoir, et qu'on leur présente un plan en fait qui va s'adresser à l'urgence climatique et énergétique, tout en s'attaquant aux inégalités, ça va être quelque chose de possible. Et on pense à Ocasio-Cortez, elle l'a compris en fait, et a su susciter beaucoup d'enthousiasme autour de ce projet. Elle ne l'a pas présenté comme des solutions à des problèmes, mais plutôt une démonstration d'un monde prometteur et atteignable avec du courage politique. Il faut être visionnaire et optimiste, c'est ça qu'il faut. Merci Myriam, merci à tous. On passe à la question secondaire. Selon vous, entre la taxe sur le carbone ou le système de plafonnement, le système Cap and Trade, lequel est le plus susceptible de nous aider à atteindre l'objectif de carboneutralité? Un rappel, vous avez 30 secondes pour répondre et nous débuterons avec David. David? Excusez-moi, je n'avais pas entendu que c'était David. Merci beaucoup. Comme je disais, je vous parviens de Chicoutimi, je m'excuse si je coupe. On n'a pas l'Internet à haute vitesse ici. Moi, je préconise l'approche d'un taxe sur le carbone et puis redonner les dividendes aux contribuables. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un taxe tout simple, mais on redonne l'argent aux contribuables. Et j'aimerais bien trouver une façon aussi de parrainer ça avec l'idée d'unir le revenu garanti annuel avec ce qu'on retourne aux contribuables lorsqu'on impose un nouvel impôt. C'est très sensible de mettre un nouvel impôt en place, donc il faut la vendre sur le plan politique en redonnant l'argent aux contribuables. Merci. Merci David. Nous passons maintenant la parole à Myriam. Donc, je dois l'avouer, je ne suis pas une spécialiste, okay? Je ne peux pas vous dire c'est lequel des systèmes qui est meilleur, mais moi, à mes yeux, c'est ni l'un ni l'autre. Et ce qu'il faut, c'est vraiment comme un plan économique. Il faut repenser notre économie dans l'ensemble. Et c'est le Green New Deal, c'est vraiment quelque chose qui prend en considération la décarbonisation. Parce qu'en bout de ligne, il va falloir décarboniser. Il faut arriver à une carboneutralité pour 2030. C'est très radical, mais c'est ce que les scientifiques et les activistes demandent, c'est ça que les experts parlent. Et il y a une lettre ouverte qui a été écrite en juin passé, où il y a des milliers de personnes qui ont justement endossé cette lettre-là, et où on demande à l'Union européenne et les leaders mondiaux à revoir leurs objectifs. Et donc, atteindre une carboneutralité en 2050, ça va nous donner moins que 50% de chances de réussite à garder la température à moins de 1,5 degrés. Et c'est pour ça qu'il faut quelque chose de beaucoup plus radical que ces deux systèmes que vous venez de mentionner. Merci. Merci Myriam. On passe maintenant la parole à Anami. Pardon, c'est le micro. Merci. Oui, bon, entre les deux systèmes, c'est clair que le système d'une taxe sur le carbone est le plus efficace et le plus abordable et offre la meilleure possibilité d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre dont les limites, les dates limites qui sont très strictes. C'est le plus transparent, c'est le plus catalytique. Il y a un énorme consensus parmi les experts que c'est aussi le plus abordable. Alors, c'est pas nécessairement ni l'un ni l'autre, mais s'il faut choisir, absolument, c'est le prix sur le carbone, le taxe. Merci beaucoup, Anami. Maintenant, la parole à Glenn.
Oui, je ne suis pas d'accord avec mon ami. Les résultats, c'est clair. Le système de plafonnement et de change entre la Californie, le Québec et l'Ontario est permis en Amérique du Nord la plus grande réduction de gaz à effet de serre. Et aussi une augmentation des investissements directs étrangers dans les industries vertes, plus que tous les autres États et provinces. Il faut conserver ces initiatives et aller plus loin. J'ai réalisé aussi que je suis pas neutre parce que je suis été une des architectes de ce partenariat entre le Québec et l'Ontario pour une stratégie commune en matière de climat. Merci. Merci beaucoup. Alors, on passe maintenant la parole à Dimitri. Merci. Avec respect, je crois que la question est basée sur un faux choix. On n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Selon la fondation de David Suzuki, il est tout à fait possible de bien construire deux systèmes qui imposent une taxe sur le carbone et aussi un système de cap and trade en même temps. Il faut juste les formuler d'une façon intelligente avec l'aide des experts. On est dans une crise si grave qu'on doit se servir de tout outil pour surmonter la crise qui nous confronte. Alors moi, je favorise les deux en même temps s'il faut. Merci, Dimitri. On passe maintenant la parole à Courtney. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec Dimitri. On passe beaucoup de temps à parler à propos de ça. On fait des débats politiques, mais honnêtement, je pense que le meilleur plan, c'est celui qui est déjà en place. Et il faut essentiellement accélérer et augmenter les prix d'une manière où les gens et les entreprises puissent prévoir ce que ça va être en 5 années, en 10 ans, pour qu'ils puissent faire les meilleurs investissements. On sait que c'est bon pour la santé. D'habitude, ça diminue aussi la pollution atmosphérique. Alors, non seulement ça diminue les gaz à effet de serre, mais aussi ça va diminuer la mortalité. Merci, Courtney. Alors, maintenant, on cède la parole à Amita. Merci. Je suis d'accord avec Dimitri et Myriam. Je pense que nous avons besoin de les deux systèmes en utilisant peut-être principalement une taxe sur le carbone. Nous devons viser et faire le travail nécessaire pour devenir carbone neutre dès que possible. Et nous devons également nous préparer à une augmentation des catastrophes climatiques et à des conséquences importantes sur les populations. Merci. Merci, Amita. Alors, maintenant, vous avez un droit de réplique de 30 secondes, s'il y a lieu. Il y a déjà une main levée. Alors, Anami. Oui, juste pour préciser que absolument, il y a une place pour les deux systèmes, mais c'est vraiment clair qu'un système, il y a plus de possibilités que ça nous rend vers nos buts plus rapidement. Il faut aussi comprendre, mais peut-être c'est mon expérience internationale, que la plupart des pays au monde n'ont pas la capacité de créer l'autre système. Ça dépend sur une certaine capacité administrative que les pays les plus pauvres n'ont pas. Alors, ce n'est pas une question de choix, mais il faut aussi reconnaître ça. Quelqu'un d'autre? Oui, Glenn? Votre micro est fermé. Merci, Glenn. OK, merci. Excusez-moi. Oui, mais le système à Québec fonctionne, c'est le meilleur système. C'est réduire les gaz d'effet plus vite que les autres. Les impôts au niveau fédéral, ce n'est pas un succès. Les gaz d'effet de serre ont augmenté. La Chine, l'Europe, la Californie, 11 États des États-Unis avaient un système comme Québec. C'est le système majoritaire aux Amériques du Nord maintenant. Quelqu'un d'autre veut... Oui, Myriam? Myriam, on ne t'entend pas. Oui, donc, désolée. La taxe sur la carbone, c'est pour dissuader des gens de faire un certain geste
ou des compagnies ou des corporations de faire certains gestes. Mais le problème, c'est que oui, ils sont implémentés présentement, là, mais il n'y a rien qui arrive. Le problème, c'est qu'on ne va pas assez vite, puis en bout de ligne, ce n'est pas suffisant pour comme, sauver notre peau et sauver notre futur. Donc, il faut aller beaucoup plus radicalement et vraiment repenser le tout. Oui, on peut avoir une taxe sur le carbone en ayant un Green New Deal qui est implémenté, mais avec aussi d'autres choses qui sont implémentées et qu'il y a une vraie transition qui se passe. J'ai parler de seulement ces deux systèmes-là parce qu'il y a beaucoup plus à faire que ça. Merci. Merci, Myriam. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, je vais passer la parole à Macarena. Merci à tous. Merci beaucoup, Luc, et merci à tous pour vos réponses également. Nous allons maintenant commencer notre deuxième thème de ce soir. Nous allons parler des domaines du transport. Le secteur qui produit le plus d'émissions de GES au Québec est celui des transports, justement. En tant que première ou première ministre, quelle action entreprendriez-vous pour accélérer l'électrification des transports ou des alternatives créant moins de GES? En rappel, vous allez avoir 1 minute pour répondre et nous allons commencer cette fois-ci par Amita. Merci beaucoup. Je pense que nous devons mettre en œuvre une stratégie nationale de transport qui crée un fonds d'investissement fédéral pour le développement et le maintien d'un service national de train à grande vitesse, notamment entre Québec, Montréal, Ottawa et Toronto. D'autobus interurbains aussi et de transports publics municipaux qui donnent la priorité à l'accessibilité financière, l'efficacité, l'accessibilité, la durabilité, l'électrification. Et aussi, nous devons toujours nous assurer de travailler avec les gouvernements autochtones, municipaux, provinciaux et territoriaux sur tout cela. Spécifiquement sur l'électrification, nous pouvons créer un réseau national pour la recharge des véhicules électriques et supprimer progressivement la vente de la voiture à combustion fossile d'ici 2030. Merci. Merci beaucoup, Amita. Maintenant, nous allons entendre la réponse de Dimitri. Fondamentalement, je suis tout à fait d'accord avec Amita. Une priorité absolue du gouvernement fédéral doit être d'étendre le réseau de transport en commun au Québec et partout dans notre pays. Je crois que le gouvernement devrait investir et développer un réseau ferroviaire à grande vitesse de classe mondiale dans le corridor du sud de l'Ontario à Québec et ailleurs. Les collectivités du Québec qui ne se trouvent pas le long de ce corridor devraient y être reliées grâce à un réseau de transport par autobus et ferroviaire robuste, fiable et à coût bas. De plus, le gouvernement doit investir davantage dans le développement d'un réseau de bornes de recharge électrique à haute vitesse et doit exiger une élimination rapide des véhicules à moteur thermique au Canada. Merci beaucoup, Dimitri. Merci. Maintenant, nous allons entendre David. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ce qui a été dit et je ne vais pas répéter en détail l'idée de l'électrification pour les voitures, les camions, un réseau de trains à haute vitesse. Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Un élément qui n'a pas été encore mentionné, c'est l'idée d'aider les gens, surtout dans les régions, de rester chez eux, surtout les jeunes. Et ça, c'est l'idée de les connecter par l'Internet à l'économie mondiale pour que les jeunes puissent étudier et rester chez eux. On sait, la leçon de COVID-19, c'est que c'est possible de vraiment changer notre façon d'étudier, notre façon de travailler, et il y a un grand besoin. Vous le voyez même sur cet appel Zoom. Je suis à Chicoutimi, la connexion n'est pas bonne. Je voyage depuis 1 semaine à travers le Québec, et c'est souvent des choses que les Verts me disent. On aimerait garder nos enfants chez nous. On aimerait les permettre de travailler de chez nous. On aimerait qu'ils puissent étudier de chez nous, mais on n'a pas les connexions nécessaires pour faire ça. Ça va éviter énormément de voyages. Je préconise d'éviter les voyages. Merci. Merci, David. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le tour à Glenn. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec mes collègues. Je voudrais aussi plus de financement pour les programmes québécois sur les véhicules et zéro émission.
Et je voudrais appliquer l'entente Québec-L'Ontario-Canada pour bâtir une train rapide de grande vitesse dans le corridor Québec-Windsor et travailler à remplacer les voies de courte distance par train, les vols de courte distance par le train, surtout que l'aéroport Trudeau et Pearson sont sur la trace et que cet revenu aideront à développer des trains rapides. Enfin, je souhaiterais que le travail accompli par le Québec en Ontario sur le camion électrique et mettons en place des stations de recharge commerciales sur les principales autoroutes. Merci. Merci beaucoup, Glenn. Juste à temps. Nous allons maintenant passer la parole à Annemie. Merci. Bon, il y a beaucoup d'idées, très bonnes idées qui ont été partagées. Juste pour dire que, ajouter quelque chose, pour dire que si on crée plus d'emplois et plus d'opportunités de travailler hors centre-ville, ce serait moins nécessaire de monter dans la voiture pour arriver à la travail. Je veux peut-être dire que j'ai des soucis. Il y a un débat entre notre équipe pour les trains à grande vitesse. Nous avons un réseau de trains à grande vitesse ici à Toronto et on ne l'utilise pas. C'est très cher et on n'a pas la tradition de le faire. Je sais, en Europe, c'est très économique et il y a aussi cette culture. Alors, il faut que toutes ces choses fonctionnent au même moment. Sinon, c'est quelque chose de très cher sans beaucoup d'utilisateurs. Et finalement, il faut chercher des alternatives. Il y a beaucoup de personnes qui sont très peur d'utiliser des transports en commun en ce moment à cause de la pandémie. Il faut le reconnaître, il faut les éduquer et il faut peut-être investiguer des alternatives carbone neutrales. Merci. Merci, Annemie, c'est parfait. Nous allons maintenant entendre Myriam. Merci. Donc, le problème, c'est qu'il y a peu de transports en commun dans tout ce qui est interrégional. Il faut développer absolument des réseaux de transport collectif accessibles, même dans les régions moins densément peuplées, et même si on est déficitaire là-dedans. Il faut encourager le transport actif dans les centres urbains également, comme faire plus de pistes cyclables. Une autre chose, quelque chose que le parti pourrait mettre de l'avant, c'est vraiment de se lancer dans le ferroviaire interrégional, intermunicipal pour le développement des infrastructures. C'est une compétence fédérale et ça pourrait être un projet d'infrastructure d'envergure qui peut faire partie d'un Green New Deal. Et bien sûr, il faut diminuer le nombre de véhicules sur les routes, mais il va falloir développer les transports en commun. Merci. Merci beaucoup, Myriam. C'est parfait. Nous allons maintenant entendre Courtney. Merci, et je suis d'accord avec beaucoup de ce qui a été dit. Alors, d'abord, il faut qu'on fasse beaucoup d'électricité, d'énergie qui est bonne pour la santé. Alors, comme a dit David Murner, je pense que c'est important que vraiment on priorise le corridor Est-Ouest. Et après ça, c'est nécessaire au niveau fédéral de faire une loi de vente de véhicules légers électriques pour qu'ils soient tous électriques d'ici 2020. 30. Je pense que c'est aussi important qu'on est conscient qu'en 2015, on a perdu 1000 vies au Canada à la pollution atmosphérique liée au transport. On ne parle pas souvent de ça. La santé du Canada a calculé que ça nous coûte environ 8 milliards de dollars. Alors, à chaque fois qu'on propose une nouvelle politique, c'est nécessaire de demander à une économiste de santé ou de l'environnement de nous calculer combien de vies on va sauver. Cela va inspirer nos efforts. Merci beaucoup, Courtney. Nous avons maintenant une question secondaire. Le troisième lien routier entre Lévis et Québec est un sujet chaud à Québec, auquel beaucoup de gens s'opposent et considèrent comme étant à contre-courant des meilleures pratiques de planification du transport urbain. Quelle approche auriez-vous face à une participation du gouvernement fédéral dans un tel projet? On rappelle que vous allez avoir seulement 30 secondes pour répondre. Nous allons commencer avec Amita.
Merci. Bon, les communautés et les provinces doivent avoir le dernier mot avec ces projets. Le projet du troisième lien est ridicule. Il n'a pas l'appui d'aucun expert et d'aucun urbaniste. Pour la région de la capitale nationale, il faut miser sur des alternatives de transport en commun qui feront une réelle différence en termes de trafic, de mobilité et de la pollution. Merci. Merci beaucoup, Amita. C'est parfait. Nous allons maintenant entendre Dimitri. Je suis désolé, j'ai eu un problème avec le son. Pourriez-vous répéter la question? Je n'ai pas bien entendu la question. Désolé. Absolument, absolument, Dimitri. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous répète, en fait, la question, elle traite sur le troisième lien entre Lévis et Québec. Comme vous savez, c'est un sujet chaud à Québec, auquel beaucoup de gens s'opposent. Et ils considèrent comme étant à contre-courant des meilleures pratiques de planification et de transport urbain. Donc, quelle serait votre approche face à une participation du gouvernement fédéral dans un tel projet? Tout ce qui guide la politique du gouvernement fédéral, la priorité principale doit être de trouver un moyen d'investir les ressources énormes du gouvernement pour promouvoir une solution à la crise du climat. Ça doit être le critère qui nous guide dans tout ce qu'il faut, dans tout ce qu'on fait dans nos relations avec les gouvernements des provinces par rapport à ce projet-là et à tout projet. Merci beaucoup, Dimitri. C'est parfait. Nous allons maintenant passer la parole à David. Merci. Pour le troisième lien, c'est très simple. La réponse, c'est non. Ça ne fonctionne pas sur le plan environnemental. On a des alternatives qui existent déjà. C'est non. Et c'est très important sur le plan stratégique. Ce sont nos alliés verts, JNL Québec, la cimenterie Port-Daniel et le troisième lien. C'est clair, il faut rester avec nos alliés, les défendre de façon très claire, nette et précise. Et ceux qui ne sont pas là dans le Parti vert fédéral ne comprennent pas les enjeux sur le terrain à Québec. C'est essentiel que ce soit non, c'est clair. Trouvons des alternatives, on peut le faire. Merci. Merci beaucoup, David. Merci. Nous allons maintenant passer la parole à Glenn. Oui, je suis d'accord avec tout le monde, avec David, bien que discourager fortement les infrastructures qui augmenteraient les gaz d'effet de serre. Je pense que les solutions commencent avec, pour moi, je vais négocier avec chacune des provinces un plan de réduction de gaz d'effet de serre. Travailler avec les municipalités qui sont engagées à devenir carbone neutre pour accélérer leur financement et priorité les meilleurs projets. Mais c'est un grand défi pour les gouvernements fédéraux dans des négociations avec chaque province, chaque projet. Glenn. Oh, excusez-moi, merci. Non, il n'y a pas de souci, c'était juste 30 secondes. Merci beaucoup. Okay. Nous allons maintenant entendre Annemie. Oui, et je suis d'accord avec mes collègues. Juste pour dire que c'est un autre exemple des plans qui ne sont pas créés de la base. C'est très important d'avoir des plans créés de la base et aussi par les gouvernements qui sont les plus proches aux citoyens. Et c'est pour ça que le Parti vert continue à lutter pour une différente relation entre les gouvernements municipaux et le gouvernement fédéral, parce qu'il faut avoir plus d'agences pour ces gouvernements. Merci beaucoup, Annemie, c'est parfait. Nous allons maintenant entendre Myriam. Donc, ouais, c'est sûr que c'est fini les projets routiers qui vont augmenter le transport automobile. Ça ne sert absolument à rien. Puis, bien sûr, le fédéral ne doit pas participer là-dedans. On le voit avec la pandémie. Maintenant, c'est une question de rester à la maison, de travailler à partir de la maison, donc moins de voitures. Je sais que David a proposé justement d'amener l'Internet à partout, mais nous, on a une solution, c'est de nationaliser l'Internet. Merci. Merci beaucoup, Myriam, c'est parfait. Et nous allons maintenant entendre Courtney. Merci. Alors oui, je suis d'accord avec tout le monde. On sait que c'est pas bon pour la santé d'avoir les villes qui s'éparpillent partout. C'est pas bon d'être dans les véhicules. Et maintenant, avec la pandémie, on a beaucoup d'autres options.
Je ne pense pas que ça fait du sens pour le gouvernement fédéral de financer un projet qui ne supporte pas nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et je pense qu'il faut qu'on vraiment, comme on fait avec l'argent dépensé par le gouvernement fédéral maintenant pour la pandémie, il faut mettre les conditions et il faut être bon pour l'environnement. Merci beaucoup, Courtney. C'est parfait. Donc, maintenant, s'il y en a d'entre vous qui souhaiteraient utiliser les 30 secondes de réplique, oui, je vois déjà qu'Amita, vous avez été vite à lever votre main. Donc, Amita, à vous la parole. Merci, oui. Je veux seulement dire qu'il faut faire confiance à la population et populariser les transports en commun, comme les trains. Il ne faut pas avoir peur de changer notre culture de transport et s'éloignant du modèle de l'auto solo. Merci. Merci beaucoup, Amita. Et j'avais vu que Myriam, vous avez aussi levé votre main tout à l'heure. Ouais, j'aimerais porter attention au fait en bout de ligne, là, si on propose que des solutions comme l'auto électrique ou investir ou des déductions par rapport à l'auto électrique, ça représente quand même de l'extraction de ressources qui continue, de la pollution dans la production et comme dans les déchets que ça vient de ça. Il faut avoir une perspective de décroissance même par rapport à ça. Donc, il faut réduire le nombre de véhicules sur la route, point final, et le nombre de camions aussi. Et ceux qui sont sur la route doivent être électriques. C'est plutôt dans cette perspective-là que ça doit être présenté. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaiterait ajouter à votre point initial. OK, c'est excellent. Donc, maintenant, merci beaucoup à tous pour ces réponses sur le domaine du transport. Des propositions très intéressantes. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue modérateur Luc pour le prochain thème. Luc? Merci, Macarena. Notre troisième thème est celui de la gestion des ports canadiens. Le port de Québec a présenté un projet d'agrandissement dont plusieurs citoyens ne veulent pas. Il en va de même avec le port de Montréal. De plus en plus, on voit les ports canadiens se livrer concurrence, faute d'une vision nationale. Cette course au développement effréné se fait souvent au détriment de l'environnement. Quelle serait votre approche concernant la gestion des ports du Canada? Et on va débuter avec 1 minute pour chacun avec Dimitri. Merci. Moi, je vis dans l'ancien port de Montréal, à quelque part au fait du fleuve Saint-Laurent, et je tiens fermement à contrôler la croissance de nos ports et l'utilisation de nos précieuses voies navigables pour transporter la machinerie commerciale et les marchandises. Je suis contre l'agrandissement de nos ports, y compris le port de Québec. Mais pour contrôler cette croissance énorme qui dure depuis des décennies, sans plan pour l'avenir, sans protéger l'environnement, nous devons promouvoir une économie qui donne la priorité à la production locale des biens essentiels au bien-être des Canadiens. Nous devrions renouer nos accords commerciaux pour nous donner le droit d'imposer des tarifs sur les produits provenant des pays où les protections des travailleurs de l'environnement ne respectent pas les normes canadiennes. Cela encouragera la production au Canada des biens essentiels et allégera la pression sur les principaux ports et voies navigables de notre pays. Merci, Dimitri. La parole est à David. Oui, je suis d'accord avec Dimitri. L'expansion des ports a un impact incroyable sur l'environnement et il faut trouver des alternatives. Et c'est quoi les alternatives? C'est la production locale. Nous avons vu ça surtout dans les produits agricoles. C'est essentiel pour nous d'aider les jeunes fermiers à rester sur le terrain, à trouver des façons de faire pour qu'ils peuvent assumer des responsabilités et payer pour les terres agricoles qui sont tellement dispendieux. En Colombie-Britannique, on a une solution pour ça, c'est la fiducie. Et puis, ça permet aux jeunes fermiers de commencer à bâtir une carrière sur la terre, produire de la nourriture de haute qualité et c'est consommé chez nous non seulement à l'industrie agricole, mais à l'industrie touristique. Et si on peut éviter de devoir importer
nos fruits et légumes de partout au monde, ça a un impact environnemental fantastique. Donc, je préconise le développement économique local et je dis il faut trouver des alternatives aux ports qui grandissent sans cesse. Merci. Merci, David. C'est maintenant la parole à Glenn. Glenn, nous ne t'entendons pas. Glenn? J'ai un petit problème technique ici, merci. Nous avons négocié un partenariat avec le Québec dans les secteurs de compétences fédérales basés sur des objectifs communs et nous avons besoin d'une peine canadienne pour tous les sports. Ça pourrait commencer au Québec. Dans mon expérience à l'Ontario, quand je suis la maire de Winnipeg, ça, c'est un défi par tous les pays. C'est le rôle du gouvernement fédéral qui n'est pas engagé avec les municipalités, les syndicats, les gouvernements provinciaux. De la même façon avec laquelle, quand j'étais ministre en Ontario, j'ai négocié un corridor énergétique et entente d'envisagement j'ai fini. OK, merci. Vous aviez encore quelques secondes, mais on va passer, merci Glenn, on va passer à Anami. Merci. Bon, d'abord, je crois qu'on doit aller trouver les racines de la problème. Et c'est vraiment que l'administration portuaire, c'est quelque chose qui fonctionne indépendamment du gouvernement fédéral et elles sont exploitées sur une base commerciale. Ça, c'est vraiment le but. Le gouvernement n'a pas de pouvoir de diriger ni d'influencer leurs activités quotidiennes, ni d'intervenir même dans ces cas. Alors, c'est très important de reprendre plus de pouvoir, de le remettre dans les mains des peuples les plus affectés et de prioriser les peuples et l'environnement. C'est très important que le gouvernement a la possibilité de créer un plan cohérent pour tous nos ports sur le plan national. Et c'est complètement impossible si on garde un tel système où le gouvernement n'a pas de pouvoir d'agir pour le peuple. Merci, Anami. Maintenant, la parole est à Myriam. Donc, je suis d'accord avec certains de mes collègues. Oui, l'enjeu principal pour le port de Québec, c'est vraiment les concentrations de particules fines de métaux dans l'air, notamment le nickel. C'est sûr qu'il faut qu'on respecte, il faut que les normes et les réglementations, autant au niveau environnemental que ceux à l'égard de la santé publique, des populations locales, doivent être impérativement respectées. Puis, je suis pas dogmatique, OK, mais si un agrandissement doit avoir lieu, il doit absolument respecter les normes environnementales et des écosystèmes. Il faut comprendre que la transition va requérir également qu'il y ait certains matériaux, certaines technologies qui soient transportées d'une certaine façon. Donc, mais en bout de ligne, il va y avoir un changement de paradigme va être nécessaire. Il va falloir qu'on vise la décroissance. Donc, ce n'est pas idéal d'agrandir les ports, c'est sûr. Merci. Merci, Myriam. On passe maintenant la parole à Courtney. Merci. Et je suis d'accord avec tout le monde qu'on est à un moment vraiment de transition et que probablement nos économies vont relocaliser. Alors pour moi, ça ne fait pas de sens d'agrandir ça à ce moment. Il faut envisager ce qui va passer dans le monde. On sait que si on relocalise l'économie, il y a des choses que maintenant on ne produit pas assez. Alors les fruits et les légumes, on ne produit pas assez de ça au Canada. Dans notre plateforme, on a proposé une taxe sur les boissons sucrées et d'utiliser l'argent de ça pour subventionner les fruits et les légumes pour faire la vie plus facile pour les familles et aussi les agriculteurs. On sait aussi qu'un programme national pour les médicaments nous donnerait les statistiques à propos des médicaments qu'on a besoin. Et après ça, on peut en faire plus ici qui va nous protéger des futures pandémies et les ruptures des médicaments et aussi sauver de l'argent. Merci. Merci, Courtney. La parole est maintenant à Amita.
Oui, merci. Avec les ports et les autres projets, nous ne soutiendrons pas de projets s'ils n'ont pas d'acceptabilité sociale, s'ils sont inutiles ou s'ils risquent de nuire ou vont nuire à l'environnement. Je crois que lorsqu'une loi provinciale ou fédérale offre une meilleure protection pour l'environnement, il faudrait la respecter en priorité. Pour moi, vivre sur l'île de Lasqueti et aussi pour les gens qui vivent sur l'île de Montréal, c'est voir l'impact du transport maritime. Pour moi, sur le CLHC ou sur le Saint-Laurent. Et je crois que nous devons passer à une production localisée et autosuffisante, demandant le moins de transport possible. Et aussi, je suis d'accord qu'il faut viser la décroissance. Merci. Merci à tous. La question secondaire maintenant. Présentement, le Port de Québec refuse de se soumettre à une révision de son projet d'agrandissement par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, sous prétexte qu'ils sont de juridiction fédérale et que le BAP est un organisme provincial. Quelle est votre position par rapport à cet enjeu? Alors, vous avez 30 secondes et nous débutons avec Anami. Bon, il n'y a qu'un citoyen et je crois que les peuples du Québec et un peu partout au Canada, on a marre des différents niveaux de gouvernement utiliser cette question de juridiction, de vraiment pas faire les choses qu'ils devraient faire. Comme j'ai dit, surtout pour des projets comme ça, il faut prioriser le niveau qui est le plus proche à les personnes. Il faut avoir la flexibilité de planifier et ça, c'est quelque chose qui est mieux placé pour un gouvernement provincial et municipal qu'un gouvernement fédéral. Merci, Anami. La parole est maintenant à Courtney. Courtney? Merci. Alors, oui, c'est toujours intéressant ici au Canada où on a les différents niveaux. Alors, pour ça, parce qu'ils disent que c'est sous juridiction fédérale, c'est possible que ça serait utile de demander pour une enquête, pour une nouvelle évaluation environnementale sous le nouveau loi fédérale pour qu'on trouve vraiment c'est quoi qui sont les impacts environnementaux et sur la santé d'une nouvelle port. Dans cet acte, on est supposé de aussi calculer les gaz émissions à effet de serre. Alors, je pense que c'est peut-être quelque chose que les communautés pourraient demander. Merci, Courtney. Myriam? C'est qu'il y a des autorités portuaires qui essaient de contourner la réglementation. En bout de ligne, c'est ça que c'est. Puis ça arrivé à plusieurs d'autres projets aussi. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Ça doit changer. Merci. Merci, Myriam. C'est au tour de David. Merci. Il y a deux volets à cette question. La question constitutionnelle, la Cour suprême a décidé, c'est clair, net et précis, le gouvernement fédéral a juridiction sur cette question-là. Donc, comme Parti vert, nous devons respecter la loi. Mais il y a aussi un élément de politique. C'est bon d'avoir un gouvernement fédéral qui surveille les ports de façon étroite et c'est au Parti vert fédéral d'assurer que le travail environnemental est fait de façon très sérieuse pour vérifier ce que le port de Québec fait. Et je pense que les citoyens de Québec seraient d'accord avec ça. Merci. Merci, David. Glenn? Oui, je suis d'accord avec Myriam. Je pense que c'est une situation épouvantable. Encore une fois, cela doit faire partie d'un partenariat et un procès entre le Québec et le Canada, où les enjeux de juridiction sont respectés, mais où le focus est sur la planification coordonnée et le plus important, la transparence, parce que c'est des assets publics. Il y a beaucoup de problèmes avec les conditions dans les rivières. Je suis fini, excusez-moi, merci. Merci Glenn. Amita, c'est à votre tour. Merci. À mon avis, comme je l'ai déjà mentionné, il faut respecter en priorité les lois qui sont les plus efficaces en termes de protection de l'environnement.
Donc, dans la même ligne, je crois que le fédéral devrait suivre les recommandations du BAP. Il faut respecter la volonté des provinces et des localités. Merci. Merci, Amita. Et maintenant, on cède la parole à Dimitri. Je suis fondamentalement d'accord avec David. Sous la section 91 de la Constitution, le gouvernement fédéral a le pouvoir de contrôler les ports et les côtes et les navigations maritimes, mais rien n'empêche le gouvernement d'accorder et de donner aux provinces le pouvoir d'évaluer et d'exercer un veto sur les projets-là. Nous avons la possibilité de faire ça constitutionnellement et c'est exactement ce qu'on devrait faire. Le Québec devrait avoir le droit d'exercer un veto sur des projets pareils. Merci, Dimitri. Maintenant, pour un droit de réplique de 30 secondes, si vous le désirez. Est-ce que quelqu'un lève la main? Amita? Oui, je veux dire, même si la Constitution donne du pouvoir au fédéral, je partage l'opinion de Dimitri sur le droit de veto. Merci. Quelqu'un d'autre veut lever la main? Donc, merci beaucoup pour ces réponses sur la gestion des ports canadiens. Maintenant, je passe la parole à Macarena pour le prochain thème. Macarena. Merci beaucoup, Luc, et merci à tous pour vos réponses. Nous allons maintenant parler du sujet des relations interprovinciales. Le Québec fait souvent bande à part des autres provinces dans sa gouvernance, que ce soit avec son système de garderie en matière d'immigration ou bien avec des projets de loi controversés tels que la loi 21 sur les ports de signes religieux. En fait, ce dernier enjeu était probablement la raison première de la résurgence du Bloc québécois lors des dernières élections, selon certains analystes. Un bon nombre des initiatives dans les programmes du Parti vert du Canada aux dernières élections impliquaient une ingérence dans les sphères de responsabilité provinciale, comme par exemple le désir d'un revenu minimum garanti, qui implique l'abolition ou amalgamation de nombreux programmes sous la responsabilité des provinces. Que feriez-vous pour amener toutes les provinces à suivre votre programme? Auriez-vous une approche plutôt centralisatrice ou asymétrique? On rappelle que vous allez avoir 1 minute pour répondre. Et nous allons commencer cette fois-ci par David. Merci, Macarena. Pour répondre directement, j'adopterais une approche asymétrique. Il faut reconnaître que les provinces partout au Canada ont des besoins différents, ils ont des ressources différentes et notre Constitution est bâtie avec la flexibilité pour reconnaître une approche asymétrique dépendamment des ressources et des besoins des citoyens dans chaque province. Sur la question du revenu garanti que vous avez mentionné, moi, je vois ça comme une priorité pour notre parti aux prochaines élections. Et je pense que nous devrions y aller de l'avant en disant on va travailler avec les provinces, on va travailler avec les gouvernements autochtones aussi pour assurer un niveau minimum pour tous les Canadiens, n'importe où qu'ils habitent. Et ça doit être un minimum vivable partout au pays. Je pense qu'on peut convaincre les provinces d'embarquer avec nous, mais il faut le faire de façon coopérative. Justement, mon background, c'est en droit, mais aussi en règlement des différends. Ça prend de la médiation parfois, ça prend de la négociation, et ça prend une détermination de leadership qui manque au niveau fédéral en ce moment avec Justin Trudeau. Merci. Merci beaucoup, David. Nous allons maintenant céder la parole à Glenn. Oui, je ne pense pas qu'il y ait un grand problème ici. J'avais beaucoup d'expérience avec le plafonnement, l'échange des plafonnements. Il y a beaucoup de partenariats entre Québec et l'Ontario sur l'électricité, le fleuve Saint-Laurent pour améliorer les conditions. Quand j'étais le maire de Winnipeg et chef de la caucus des grandes villes, nous avons négocié un transfert de 600 de lettres de la taxe sur l'essence fédérale vers la municipalité. Il y a beaucoup de problèmes au Québec pour des raisons obvieuses. Je passais beaucoup de temps avec les maires de Montréal et de Québec et de même avec les ministres de Québec pour réaliser cette entente. Cette réalisation pouvant entrefaire dans un modèle de fédéralisme asymétrique. Je pense que
Québec, dans mon expérience, est une source d'innovation sociale et politique et que nous devons protéger cette autonomie. Je n'ai pas de problème à engager ou créer des partenariats avec Québec. C'est très facile. C'est une province très engagée avec le pays d'or Québec. Merci beaucoup, Glenn. C'est parfait. Nous allons maintenant entendre Anami. Merci. C'est vraiment une excellente question. D'abord, comme j'ai dit, je crois que les peuples au Canada vraiment veulent que les différents niveaux de gouvernement collaborent et commencent à coopérer d'une manière plus systématique. C'est clair que nous avons des énormes défis. Et ça va nécessiter vraiment une collaboration et une coopération. Alors, une des choses pour le Parti vert à faire, comme un parti qui vraiment a ça à l'intérieur, vraiment, nous sommes le parti de coopération, c'est de mobiliser les peuples pour insister sur ça. Je soutiens un système avec quelques partis centralisés. Par exemple, on a des valeurs et des droits fondamentaux qu'il faut respecter toujours à chaque niveau de gouvernement, mais le plus possible, ce serait très important de donner la flexibilité aux provinces pour créer des programmes qui vraiment répondent aux besoins des personnes dans leur région. Merci beaucoup, Anami. Nous allons maintenant céder la parole à Myriam. Donc, il faut reconnaître la spécificité québécoise, elle est super importante et avoir une approche asymétrique et appropriée dans ce cas-ci. Puis c'est vraiment, ça a été un long combat en bout de ligne, jusqu'à pour enfin, en 2014, la Cour suprême du Canada reconnaisse et rappelle dans un important jugement, parce qu'il y a beaucoup d'avocats ici, qu'en matière constitutionnelle, l'existence des traditions juridiques et les valeurs sociales distinctes du Québec. Donc, il y a une jurisprudence de la Cour suprême par rapport à ça spécifiquement. Et effectivement, dans un contexte d'urgence climatique et écologique, là, on n'a pas le temps là, de se quereller sur des trucs bureaucratiques et de continuellement se battre sur des trucs vraiment insignifiants. Et puis, et en bout de ligne, il faut encourager la collaboration, comme Anami a mentionné un peu plus tôt. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Nous allons maintenant passer la parole à Courtney. Merci, et je suis absolument d'accord avec tout ce que les autres ont dit à propos de la nécessité d'une approche asymétrique. Quand j'étais une résidente en médecine urgentiste à Montréal, c'était la seule fois de ma vie qu'il y avait un concert de musique à l'extérieur de l'hôpital. Les choses étaient vraiment différentes. Il y avait une appréciation pour la qualité de la vie avec l'appréciation pour la quantité de la vie. Et je pense qu'il y a beaucoup que le reste du Canada peut apprendre de ça, comme avec les garderies. Alors, je pense que pour nous entendre dans les années qui viennent, ce qu'a mentionné Glenn est super important, juste les relations et avec David aussi, les conversations pour démontrer du respect mutuel et trouver les solutions qui marchent pour tout le monde. Merci beaucoup, Courtney. Nous allons maintenant passer la parole à Amita. Merci. Je pense que les idées du Parti vert sont populaires, peu importe les provinces. Par contre, il ne faut pas approcher et présenter nos idées de la même façon à Québec, Calgary ou Vancouver. Il faut alors décentraliser nos communications et créer plusieurs équipes qui sauront comment ajuster notre discours à leur province. Les gens sur le terrain savent le mieux comment faire résonner nos idées dans leur communauté. Il faut respecter les pouvoirs des provinces et des Autochtones et toujours respecter les juridictions. Le mot-clé, comme dit avant, c'est la collaboration. Il faut procéder par collaboration et non par l'imposition. Sur la loi 21, je m'oppose à la loi 21. Je crois que le Parti vert devra collaborer avec les différents acteurs provinciaux au Québec pour le changer. Merci. Merci beaucoup, Amita. Et maintenant, je vais passer la parole à Dimitri. Merci. En tant qu'éco-socialiste, je crois en la décentralisation.
Le gouvernement fédéral doit être ouvert à l'idée que les provinces déterminent leur propre chemin et leur propre organisation sociale. Le gouvernement fédéral devrait leur permettre de repousser les limites en termes d'exercice de leur autonomie. Notre gouvernement devrait ressembler davantage à un organisme de coordination qui aide tous les acteurs à être efficaces et coordonnés lorsque cela est possible. Il ne faut surtout pas imposer aux Québécois des projets non désirés comme les projets de pipeline ou des programmes d'avions de guerre ou des subventions massives aux sociétés minières et extractives. En même temps, il faut respecter les droits universels et comme Amita, je suis contre la loi 21. Je comprends tout à fait les désirs d'assurer la séparation de l'État et la religion, mais je crois qu'il y a une meilleure façon de le faire. Porter des symboles religieux dans les lieux de travail ne représente pas l'imposition d'une religion sur le peuple, c'est juste une expression de la diversité magnifique de notre pays. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à tous et toutes pour vos réponses. Et maintenant, pour la question secondaire. On aimerait savoir si, d'être élu, vous seriez à l'encontre du droit de retrait avec compensation, aussi dénominé les opting out. Pour cette question secondaire, vous allez avoir juste 30 secondes pour répondre. Et nous allons commencer par Myriam. Moi, j'encourage une approche qui est conciliante, comme pour éviter des chaos bureaucratiques et respecter les spécificités. Et puis, tu sais, quand on donne, par exemple, un opting-out avec juste quand on donne des conditions à respecter ou pas, il ne faut pas les utiliser comme du chantage auprès de la province du Québec. Et je pense que si on a une approche qui est ouverte de collaboration, on peut avoir un objectif pragmatique des deux bords. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Nous allons maintenant entendre David. Merci. Non, je pense, comme j'ai dit tantôt, que notre Constitution est très flexible et il faut utiliser cette flexibilité. Mais je suis d'accord avec ce que Myriam vient de dire. C'est le cas par cas. Et surtout en termes d'exigences environnementaux, le gouvernement fédéral devrait prendre la ligne dure pour protéger notre environnement et l'avenir de nos enfants et des prochaines générations. Par contre, sur les questions économiques, sur les questions de justice sociale, il y a des situations différentes dans nos provinces. Il faut reconnaître des besoins différents et des ressources différentes. Alors là, il faut être flexible. Merci. Merci beaucoup, David. Maintenant, nous allons passer la parole à Courtney. Merci. Oui, je crois aussi qu'il faut être flexible et que c'est nécessaire de vraiment avoir des bonnes conversations avec les différents acteurs pour déterminer ce qui marche le mieux dans une manière cas par cas. C'est parfait, Courtney. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer la parole à Anami. Oui, en fait, je crois que c'est dommage qu'on doit continuer à demander ce type de questions, ce genre de questions, parce que si on priorise les personnes et les besoins des peuples au Canada, ce ne serait pas nécessaire parce que oui, nous avons une constitution, oui, nous avons des divisions de pouvoir, mais si on met les peuples au centre, tout ça, se passe dans le contexte d'une coopération et collaboration. Et c'est pour ça que nous avons besoin de plus de verts dans les politiques, parce que c'est ça notre objectif. Pardon, j'ai le rouge. Merci beaucoup, Anami. Nous allons maintenant passer la parole à Dimitri. Je suis d'accord avec Myriam et David. C'est une question d'une analyse cas par cas. Surtout quand pour vous donner un exemple, comme tout le monde le sait, on est confronté par une crise existentielle, crise du climat. Il y a certains programmes qu'il faut adopter à travers le pays pour résoudre cette crise. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait s'appliquer, les mesures nécessaires devraient s'appliquer à toutes les provinces. Mais dans d'autres cas, on peut donner à la province l'autorité de déterminer son propre chemin. Merci beaucoup, Dimitri. C'est maintenant le tour à Amita. Merci. Pour moi, c'est simple qu'il faut offrir cette possibilité, le droit de retrait aux provinces. Dans ma plateforme, nous prenons la collaboration et l'écoute des différents niveaux de gouvernement et des Premières Nations.
Ça veut aussi dire donner plus de liberté de marge de manœuvre aux différents niveaux. Merci. Merci beaucoup, Amita. Nous allons maintenant passer la parole à Glenn. Oublie pas de te unmuter, Glenn. Maintenant? Glenn? Oui, je pense que maintenant ça marche. Excusez-moi, j'avais un petit problème technique. Non, je suis absolument d'accord avec les autres. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour engager le peuple du Québec à créer des dialogues qui est la priorité. Et je suis d'accord avec mes collègues. Merci. Merci beaucoup, Glenn. Pas de soucis pour les problèmes techniques. On a tous dû s'adapter à ces nouvelles réalités qu'on vit. Merci beaucoup. Donc, maintenant, s'il y en a quelqu'un qui voudrait faire utilisation du droit de réplique, bon, je vois qu'Anami et Myriam, vous avez été vite à lever votre main. Nous allons aller avec Anami en premier. Oui, uniquement pour ajouter que tout ça, on parle souvent de tous ces enjeux sans parler des peuples autochtones. Et qu'il y a un impact sur les peuples autochtones quand on fait toutes nos décisions et les concurrences pour les pouvoirs et les juridictions. Il faut se souvenir que les peuples autochtones aussi ont leur mot à dire à tout ça et tout ça doit être avec leur approbation aussi. Merci beaucoup, Anami. Myriam, à vous la parole. Moi, j'étais complètement en accord avec ce que David disait, sauf le point où la justice sociale ne va pas avec la justice environnementale. C'est tout. C'est juste ça que j'avais besoin de dire. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Est-ce qu'il y en a quelqu'un d'autre qui souhaiterait faire utilisation des 30 secondes que vous savez en droit des répliques? 1, 2, OK, parfait. Merci à tous pour vos réponses. Nous allons maintenant, merci à tous pour la réponse sur les thèmes des relations interprovinciales. Nous allons maintenant passer la parole à Luc pour les prochains thèmes. Luc? Merci, Macarena. Notre 5e thème portera sur le gouvernement et les finances. D'ailleurs, notre dernier thème. Le gouvernement Trudeau vient de proroger le Parlement afin de livrer un discours du trône suivi d'un nouveau budget. C'est ce qu'il a dit qu'il ferait. La crise sanitaire actuelle s'accompagne d'une crise économique, un contexte difficile pour mettre en place des politiques environnementales ambitieuses. En tant que nouvelle ou nouveau chef, à quelles conditions seriez-vous prêt à appuyer le gouvernement Trudeau lors d'un vote de confiance? Alors, vous avez 1 minute pour répondre et nous débutons avec Glenn. Glenn? Êtes-vous là? Glenn? Alors, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre et je vais donner une deuxième chance à Glenn à la fin du segment. Alors, je cède la parole à Anami. Merci. Et là, il faut se souvenir que notre modèle en tant que Parti vert est différent. C'est que nous prenons dans la plus grande manière possible nos décisions collectivement. Et une décision, par exemple, de soutenir le gouvernement et les conditions de soutien du gouvernement serait vraiment quelque chose à consulter avec notre conseil et nos membres. Je ne serai pas en mesure de le dire moi uniquement, mais je peux dire que nous avons déjà, nos membres ont déjà dit que il y a des questions comme les enjeux comme la crise climatique
ou si nous n'avons pas confiance que le gouvernement a un plan et un plan qui pour accélérer notre transition le plus rapidement possible, que ça ne serait pas possible de nous soutenir. Et il y a sûrement d'autres enjeux aussi, mais je voulais juste renforcer ce point que c'est vraiment une question de consultation avec nos membres. Merci, Anami. Je passe maintenant la parole à Myriam sur cette question. Moi, je parle de collaboration depuis le début de la campagne, honnêtement, comparativement à d'autres qui sont comme pas trop collaboratifs avec d'autres, ils ne veulent pas collaborer avec d'autres partis. Moi, je pense qu'il faut collaborer avec n'importe quel député qui est aligné avec nos valeurs et des politiques qui sont alignés avec nos valeurs. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas, dans le cadre présent, on ne peut pas se permettre de sacrifier l'enjeu écologique. C'est autant une urgence, sinon encore plus qu'il y a quelques mois. Il fallait agir il y a des années. Donc, on voit qu'on est capable d'injecter de l'argent de manière massive, comme pour la pandémie. Et puis, écoutez, c'est juste une question d'avoir la même chose, un projet et une vision environnementale qui est de soi, un vrai plan qui nous est proposé. Et je l'appuie seulement s'il propose un plan de relance en bout de ligne. Ça doit assurément redistribuer la richesse et une relance qui passe par la transition verte en bout de ligne, des énergies vertes, un Green New Deal, quelque chose qui est imposant. Et aucun bail-out des pétrolières, c'est sûr. Aucun investissement en Alberta. Merci. Champion. Merci. Merci, Myriam. C'est maintenant à Courtney de prendre la parole. Merci. Alors, on entend souvent qu'on n'a pas assez d'argent pour faire les programmes sociaux qu'on veut, mais on a un problème d'inégalité, plus qu'on a un problème de manque d'argent. Et on sait que l'inégalité est toxique pour la société. C'est pire pour la santé mentale et physique. Ça diminue les niveaux de confiance d'une société. Alors, c'est pas bon pour personne, même pour les personnes riches. Alors, il faut, quand Trudeau revient, voir s'il fait un plan qui va nous aider à garder les enfants d'aujourd'hui en bonne santé par rapport à l'environnement et aussi nous aider avec la santé maintenant pour donner les argent pour une revenu à base garantie et aussi utiliser leurs efforts de mettre les autres taxes sur les très riches et les corporations qui maintenant évitent de payer leurs propres taxes. Alors, je pense que vraiment, si on se concentre sur la santé, ça nous donne une étoile nord où on peut guider nos décisions. Merci, Courtney. C'est maintenant au tour d'Amita et j'invite tout le monde à fermer vos micros si vous n'avez pas la parole. Amita? Merci. Je crois qu'il faut d'abord, comme l'a dit Anami, consulter les membres du parti. Je crois qu'il ne faut pas donner un chèque en blanc aux libéraux. Le gouvernement libéral doit garantir aux Canadiens et Canadiennes une relance d'économie juste, équitable et verte. La crise sanitaire de la COVID-19 a accentué la pauvreté, la précarité et a exposé la vulnérabilité de notre système économique. Notre parti doit garder à l'esprit ce qui est le mieux pour la population et surtout les personnes les plus vulnérables et marginalisées. Il est temps d'exiger des libéraux de renforcer le filet social, de créer une économie juste, carbone neutre et verte, et aussi de préparer la population et notre pays à de prochaines crises sanitaires et environnementales. Merci. Merci, Amita. Et je cède maintenant la parole à Dimitri. Certaines priorités, à mon avis, ne sont pas négociables, surtout la résolution de la crise climatique. Par conséquent, je ne soutiendrai jamais un budget qui préserve les subventions aux combustibles fossiles. Je ne soutiendrai pas un budget qui alloue des fonds publics à des infrastructures pétrolières comme Trans Mountain ou d'autres projets pétroliers. Donc, le budget doit être compatible avec la science du climat. Le budget devrait traiter aussi de manière responsable et humaine les injustices sociales. Comme Courtney a mentionné, il faudrait s'attaquer à la crise de l'eau dans les communautés indigènes, au sans-abrisme et à l'extrême richesse.
ces priorités devraient être traitées de manière adéquate dans le budget pour que je puisse l'appuyer. Merci, Dimitri. Donc, je cède maintenant la parole à David. Merci, Luc. Trois choses pour moi qui seraient essentielles pour donner l'appui pour le Parti vert. Évidemment, c'est quelque chose qu'on discuterait dans le cabinet Fantôme ensemble, mais pour moi, je préconiserais un plan clair avec des cibles précises, des dates précises sur l'environnement, comment nous allons faire le grand virage au Canada pour adresser nos questions essentielles, existentielles sur l'environnement. Deuxièmement, la justice sociale. Moi, je dirais qu'il nous faut un revenu garanti minimum. Ça doit être une des conditions pour appuyer le gouvernement fédéral. Et je dirais que notre démocratie qui ne fonctionne pas en ce moment devrait aussi être un enjeu essentiel. C'est-à-dire que devrait être sur la table dans nos négociations avec le fédéral. Il faut changer notre système pour élire les députés. Ça ne fonctionne pas. C'est le temps pour un changement. Merci beaucoup, David. Maintenant, Glenn est de retour. Par contre, ça ne respecte pas l'ordre. Je vais lui céder la parole à moins qu'une personne ou plus qu'une personne s'y oppose en levant la main. Donc, tout le monde est d'accord. Je cède maintenant la parole à Glenn. Excusez-moi, j'avais un problème technique ici. Je pense que les priorités législatives pour moi et pour le Parti vert, c'est les deux énormes crises qui nous ont affrontés maintenant. Une crise climatique qui doit être résolue avec une réduction annuelle de 9% de gaz de effet de serre. Je pense que c'est une priorité, que nous avons un gouvernement fédéral qui a engagé un plan d'action avec des cibles suffisantes. La deuxième priorité, nous avons 6 millions de personnes vivant dans la pauvreté au Canada. J'ai élaboré un plan pour permettre une voie rapide vers un revenu viable garanti. Et je pense que pour moi, nous devons faire ce choix maintenant et ça, c'est la priorité dans des négociations parlementaires. Merci. Merci à tous les candidates et candidats. Maintenant, la question secondaire. Compte tenu de la situation sanitaire, le prochain budget sera fort probablement déficitaire, ainsi que celui des années à venir. Mais jusqu'à quel point accepteriez-vous un déficit et à quel moment vous pensez qu'un déficit qui pourrait être hors de contrôle mettrait en péril l'économie du Canada? Nous allons débuter avec Amita. Merci. En période de crise, il faut investir. Nous ne pouvons pas laisser tomber la population. En investissant dans les services, dans une relance juste et verte, nous pourrons créer beaucoup de richesses. Et nous devons garder à l'esprit que le reste de la planète est également confronté à ce défi. Alors, je pense en ce cas, ce n'est pas une grande chose. Merci. Merci, Amita. La parole est à Courtney. Merci. Alors, je pense que ça aide de regarder la situation mondiale. Alors, quand je graduais de l'école secondaire, le ratio de dette vers le produit intérieur brut du Canada était à peu près 60%. C'était à peu près 30% quand on a commencé ça. C'est à peu près la moitié maintenant, mais par rapport aux autres nations, c'est vraiment OK. On sait aussi que le taux d'intérêt, c'est super bas, beaucoup plus bas que c'était dans les années comme 1980, et ça aussi va nous aider. Merci, Courtney. Alors, la parole est à Myriam. Myriam? Oui. Désolée. OK. Donc, creuser le déficit, c'est légitime. C'est pour financer une relance économique et écologique qui va permettre
de se renflouer plus tard, en fait. Créer des emplois dans des secteurs d'avenir avec, par exemple, des emplois fédéraux garantis et d'avoir des projets d'infrastructure dans l'énergie renouvelable et la nationalisation de l'Internet, par exemple, c'est ce qui nous a sorti des crises précédentes, notamment la pandémie. Là. Comme il y a plusieurs crises, chaque fois qu'il y a une crise, il faut investir. C'est le rôle du gouvernement et le fédéral a la capacité de dépenser de l'argent. Merci. Merci, Myriam. Anami? Merci. Oui, il faut reconnaître qu'on prend un risque. Nous n'avons jamais fait ce type d'énorme investissement avec notre propre argent, mais il faut le faire. Il faut le faire. Nous n'avons pas de choix. Alors, quel est l'important? L'important, c'est de vraiment investir l'argent dans une manière de créer l'infrastructure, de créer les emplois, de créer et accélérer notre transformation vers une économie verte. C'est ça vraiment la meilleure utilisation de ces énormes sommes d'argent en ce moment. Merci. La parole est à Dimitri. Notre gouvernement peut emprunter et devrait emprunter les sommes nécessaires de la Banque du Canada sans payer des intérêts. Nous avons la possibilité de faire ça sous la Constitution de notre pays, sous la loi. C'est exactement ce qui se passait pendant la grande crise financière de 2007 à 2009. Les banques centrales ont créé énormément d'argent pour soutenir les banques qui ont commis une fraude massive. Maintenant, on devrait faire la même chose, mais pour soutenir le peuple. On a le droit de le faire, la possibilité de le faire, et ça ne va pas générer du tout de l'inflation. Il n'y en avait pas avec la création de l'argent qui a sauvé le système global. Merci. Glenn? Oui, oui. Oui, excusez-moi. Oui, si c'est nécessaire, absolument, mais je pense que ce n'est pas le premier choix. Avec le programme Mettre fin à la pauvreté que j'ai lancé la semaine passée, il n'a augmenté pas le déficit fédéral par $1. C'est un programme de 97 milliards de dollars. Et c'est intéressant parce que le programme donnerait l'occasion d'augmenter les revenus de provinces et territoires près de 18 milliards de dollars. Et je pense que le Parti vert est un parti plus créatif. Il y a des solutions plus innovatives pour aider les situations fiscales des provinces. Et ce programme que j'ai lancé la semaine passée, c'est un exemple. Glenn, merci, votre temps est écoulé. Merci. Je vous ai laissé parler un peu plus, mais votre temps est écoulé. C'est maintenant au tour de David. Merci. Luc, je suis d'accord avec le consensus qui se dégage dans cette conversation. Nous devons faire très attention où nous dépensons l'argent des contribuables. Si nous le dépensons sur les personnes moins bien nanties, si on le dépense sur le virage vers les renouvelables, ça c'est bien. Mais il faut aussi voir où on peut couper. Et on peut couper dans les subventions aux grandes pétrolières, aux énergies fossiles. Il faut vraiment voir ça d'un œil très attentif parce qu'on ne veut pas mettre un fardeau sur les générations à venir qui est très difficile à supporter. Merci. Merci, David. Merci à tous. Pour un droit de réplique de 30 secondes. Oui, Amita, on vous écoute. Merci. Parce que c'est tellement important, je veux ajouter, comme David et Glenn ont dit, il faut un revenu universel. La PCU a été vitale pour plusieurs. Il faut maintenant transitionner vers un revenu universel et de subsistance garantie. Merci. Merci, Amita. Oui, Anami. Pour retourner à l'autre question, juste pour dire que je crois que c'est assez dangereux de concentrer sur une liste de 3 lignes rouges pour notre gouvernement. Moi, par exemple, j'aimerais bien démonter notre système de discrimination raciale. Alors, si on dit qu'en Parti vert, il n'y a que 3 choses, c'est assez dangereux. Et finalement, il faut avoir confiance dans le gouvernement. Le gouvernement libéral a fait beaucoup de belles promesses et puis rien après.
Je ne sais pas si j'aurai jamais confiance en le gouvernement de Trudeau. Merci. Vraiment, oui. Oui, d'abord, Désolée, on débute avec Dimitri, suivi de David et par la suite de Myriam. Donc, Dimitri. Oui, pour minimiser le déficit, il faudrait réduire d'autres dépenses. Et c'est exactement pour cela que j'appelle à une réduction de 50% dans nos dépenses militaires. En 2018, on a dépensé 32 milliards de dollars sur l'armée. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire, surtout dans une crise climatique. Alors, j'espère que mes collègues pourraient soutenir une réduction forte dans les dépenses militaires. David? Justement, j'allais dire, sur les F-35, c'est un autre exemple de ce qu'on devrait couper. Ce n'est pas l'avion pour le Canada, c'est un avion offensif. C'est des milliards de dollars. Et ça, c'est un autre endroit où on devrait couper. Moi, j'ai 4 filles. Je ne veux pas passer une dette énorme sur leurs épaules pour que ce soit eux qui le payent. Il faut avoir un budget qui est soutenable par les générations à venir. Merci, David. Myriam? Ça a été mentionné par mes collègues. Et puis, ouais, c'est tout. Merci. Bon. Quelqu'un d'autre qui lève la main? Non? Alors, c'est terminé. Merci beaucoup pour ces réponses sous les thèmes du gouvernement et des finances. Maintenant, je passe la parole à Macarena pour le mot de la fin des candidats. Macarena. Merci beaucoup, Luc, et merci à tous les candidats et candidates. Nous voilà rendus au mot de la fin. Donc, les candidats et candidates auront 1 minute pour leur dernière ou votre dernière exposé. Nous allons commencer par Myriam. Merci pour l'invitation. Merci pour les ACE du Québec, de Québec et des entourages de nous avoir invités. C'est vraiment le moment ou jamais d'élire un ou une chef qui ne marche pas sur les œufs, qui comprend la réalité des gens de tous les jours, une chef qui sait c'est quoi vivre avec des identités multiples, notamment ceux appartenant au Québec. C'est une question de choix. C'est une question de choix d'amener de l'eau potable à toutes les communautés autochtones. C'est une question de choix de sortir le Canada du pétrole en 2030. C'est une question de choix de donner un avenir à ma génération et les prochaines. J'ai décidé d'arrêter ma pratique en droit des réfugiés, sacrifier ma vie privée et dédier ma vie à un objectif d'inspirer les jeunes à avoir confiance en la politique de nouveau. Je ne suis pas une politicienne de carrière, mais j'ai le courage politique pour amener du changement. Le temps presse et l'extinction approche. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Merci pour votre participation. Nous allons maintenant passer la parole à Anami. Merci et merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir d'être parmi vous ce soir. Nous vivons un moment sans précédent, ça c'est clair. C'est un moment sans précédent même avant la pandémie. Nous avons des énormes défis et il faut faire face à ces défis. Il faut le faire ensemble et à mon avis, le Parti vert est le mieux placé pour vraiment nous mener sur le bon chemin. Mais il faut être préparé pour assumer ce rôle. D'abord, ça veut dire que nous devrons être un parti plus divers. Notre parti n'est pas divers et c'est une de nos grandes faiblesses. Et il faut renforcer notre tradition de démocratie et aussi d'être un parti d'audace parce que la plupart des solutions vont être vraiment imprévues et le Parti vert est le mieux placé pour faire ça. Je vous encourage tous de vous impliquer dans le course à la chefferie. C'est très important à soutenir les candidats. Merci. Merci beaucoup, Anami, et merci pour votre participation également ce soir. Nous allons maintenant passer la parole à Glenn. Merci. Je vais vous mettre le focus sur ce que nous pouvons faire maintenant. Il y a une opportunité avec le gouvernement fédéral à développer un budget. Nous avons une opportunité et une stratégie d'éradication de la pauvreté qui est entièrement financée, qui sort des millions de personnes de la pauvreté. N'augmentez pas le déficit, fait l'objet de recherches au niveau de soumission ministérielle afin que puisse être inscrit directement dans le budget. Faisant ça, nous ne faisons pas faire attendre les gens en difficulté.
En fait, la politique est être comme tout ce que je fais. C'est d'un service public. Il ne s'agit jamais ou ne devrait jamais concerner Canada, mais notre mission. Chaque travail j'ai eu dans ma vie, c'est fini, je l'ai fait au service des gens et j'ai fini maintenant. Merci tout le monde, bonsoir. Merci beaucoup, Glenn, pour votre souci du temps. C'est très apprécié et merci pour votre participation ce soir également. Nous allons maintenant passer la parole à Amita pour le mot de la fin. Merci beaucoup et merci aux modérateurs et modératrices, organisateurs et organisatrices. Ce débat est un exercice important puisque le Québec est un endroit où le Parti vert peut grandir et je suis convaincue que nous pouvons élire des verts et vertes au Québec. Mais pour atteindre cet objectif, il faut reconnaître nos lacunes avec la langue française et les erreurs de la dernière élection. Il faut donner plus de liberté aux campagnes régionales, tout en continuant d'offrir une campagne nationale progressiste et inclusive qui se bat pour la planète, pour les personnes marginalisées, les francophones, les Premières Nations et les générations futures. Je suis la personne avec le meilleur plan pour atteindre ces objectifs et faire de notre parti une grande force politique. Je vous invite à nous rejoindre, notre équipe et notre mouvement. Merci. Merci beaucoup, Amita, et merci pour votre participation ce soir. Nous allons maintenant passer la parole à Dimitri. Merci tout le monde. Pendant des années, nous avons entendu parler de la vague orange de Jack Layton. Il est temps pour nous d'envisager une vague verte au Québec. Nous pouvons le faire en étant audacieusement progressistes, en étant le champion des travailleurs canadiens et québécois et en éliminant l'extrême richesse qui est utilisée pour arrêter les actions qu'il faut prendre pour sauver notre planète. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour créer cette nouvelle vague verte. Vous pourriez en savoir plus en visitant mon site web équipedimitri.ca. Merci et bonsoir. Merci beaucoup, Dimitri, et merci beaucoup pour votre participation ce soir également. Nous allons maintenant passer la parole à Courtney. Merci et merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices. Je sais qu'il y a beaucoup d'heures non rémunérées qui sont passées au cours de cette campagne. Alors, on est à un moment de vulnérabilité et d'opportunité. Et je pense que la chose qui va être très importante pour les Canadiennes, c'est qu'on commence à avoir un but pour nous diriger. Et je pense que ce but devrait être une économie basée sur le bien-être. On propose un tableau de bord où on suit les 4 capitales écologiques, sociales, humaines et financières pour nous aider dans nos décisions budgétaires au niveau national. C'est ça qu'ils font en Nouvelle-Zélande, on peut le faire ici. Je pense que ça peut être comme une nouvelle étoile polaire pour nous aider avec toutes les décisions qu'on doit faire. Je suis urgentologue. J'ai déjà convaincu beaucoup de médecins et d'infirmières au Canada et dans le monde pour vraiment se lutter contre les changements climatiques. Je pense qu'on peut le faire dans le Canada aussi. Merci. Merci beaucoup, Courtney. Et maintenant, pour le monde de la fin, le dernier et non le moindre, David. Merci beaucoup, Macarena, Olivier, Daniel, Jean-Philippe, Luc, tout le monde qui a travaillé sur ce débat. J'apprécie beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'idée du Parti fédéral, le Parti provincial, partout au Canada, coopérer ensemble. Et ça, c'est l'exemple. Merci beaucoup. Je vous parviens de territoire Innu, à Chicoutimi. Je suis en pleine tournée au Québec. Et je pense que c'est ça le leadership qu'il nous faut au Parti vert. C'est un leader qui est prêt à connecter sur le terrain avec les Québécois et aussi partout au Canada. Un leader qui est capable de gagner les débats dans les 2 langues officielles de façon dynamique, honnête, sincère et rassembleur. C'est ça ce que je vous offre. Mercredi soir, si vous êtes à Montréal, venez nous voir, 17h, Parc Molson, coin de la rue Molson et Beaubien-Est. On va avoir une présentation. Tout le monde est invité. J'espère que tous les candidats vont se joindre à moi, surtout Myriam et Dimitri qui demeurent dans le parage. On a besoin de se rassembler comme Parti vert. Ça prend un leader qui est rassembleur. Et moi, je suis prêt à le faire. Je comprends les bons côtés et les côtés à améliorer dans notre parti. C'est ça ce que j'offre. Merci tout le monde.
Merci beaucoup, David. Donc, merci à vous tous pour votre participation ce soir. Merci aux personnes qui nous suivent également. Maintenant, pour la parole de la fin, je passerai les mots à notre animateur, Daniel Chicoin. Daniel, à toi la parole. Merci beaucoup, Macarena, et à toi aussi, Luc, pour votre excellente prestation en qualité de modératrice et modérateur. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Un gros merci aussi à ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Jean-Philippe Fortin-Quentin au chrono, Chris Lienouts au support technique et Olivier Bois pour les questions et réponses. Bien entendu, au nom de l'ACE de la région de Québec-Chaudière-Appalaches, j'aimerais remercier tous les candidats qui ont participé à ce débat et répondu à nos questions. Je voudrais rappeler à notre auditoire que vous avez jusqu'au 3 septembre pour devenir membre du Parti vert et avoir droit alors de voter pour notre nouveau ou nouvelle chef. Pour devenir membre, il vous suffit simplement d'aller en ligne sur le site du parti, www.partivert.ca, et vous sélectionnez l'onglet « Devenez membre ». Il vous en coûtera 10 $ pour une année ou 25 $ pour 3 ans. Je voudrais aussi vous encourager, tous nos membres, à recruter au moins une personne. De cette façon, nous réussirons à doubler nos rangs. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là ce soir et bonsoir. Merci et bonne chance.